D'accord, bonjour. Ce vidéo, il va vous présenter la manipulation de spectrométrie gamma dans le cadre du TP du module détection et mesure du rayonnement. Alors, je vais commencer par vous présenter le plan du travail. Alors, l'intitulé de la manipulation est la spectrométrie gamma. Donc, je vais tout d'abord rappeler qu'est-ce que c'est la spectrométrie gamma. Et puis, on va commencer par la calibration de notre chaîne de mesure. Ensuite, on va passer à la mesure de l'énergie d'un photon émis d'une source radioactive inconnue. Et puis, on va passer à une des caractéristiques importantes d'un détecteur, qui est la résolution en énergie. On va voir la variation de la résolution en énergie en fonction de l'énergie. Et enfin, on va terminer avec la mesure du coefficient d'atténuation de certains matériaux. Dans notre cas, on va étudier ou bien mesurer le coefficient d'atténuation du plomb et de l'aluminium. Alors, tout d'abord, avant de commencer la partie théorique, je vais me concentrer sur le titre. Alors, spectrométrie gamma. On va décomposer un petit peu ce titre-là et voir qu'est-ce que ça signifie. Eh bien, il est composé de deux mots. Vous avez spectre plus métrie. Bon, ce qui veut dire une mesure, d'accord? Donc, on va mesurer un spectre. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est un spectre, comment on va obtenir ce spectre-là. Il sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut lire à partir de ce spectre-là? Et on va plus tard, on va voir qu'est-ce que ça signifie cette mesure. En fait, la spectrométrie gamma, c'est une technique qui est largement utilisée pour la radiation gamma, pour la détection de radiation gamma, pour la mise en évidence de la matière radioactive qui existe dans un environnement donné. Alors, avant de commencer la partie théorique, je vais parler du détecteur utilisé dans cette manipulation. En fait, c'est un détecteur qui est composé d'iodure de sodium avec une petite portion du thallium. C'est un scintillateur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce détecteur-là? En fait, c'est un cristal. Lors du passage d'un gamma à l'intérieur du cristal, le gamma il va céder une partie ou la totalité de son énergie dans le cristal. Alors, puisque c'est un isolant, les électrons ils sont dans la couche de valence. Un gamma, quand il cède une partie ou à la totalité de son énergie dans le cristal, il va le céder à un électron qui, à son tour, va les donner aux autres électrons pour passer de la couche de valence vers la couche de conduction. Et bien sûr, par la suite, les électrons de la couche de conduction vont redescendre vers la couche de valence et émettre des photons X dans le domaine UV. C'est la raison pour laquelle on appelle des scintillateurs, pour la raison suivante, c'est qu'au passage d'un rayonnement, au passage des photons dans la matière, les atomes de la matière seront excités et par la suite se désexcitent en donnant naissance aux radiations X dans le domaine de l'UV. Donc ces X, ils sont par la suite convertis en électrons, on va voir par la suite la chaîne de notre mesure, et ces électrons, ils seront convertis, ces électrons seront multipliés et amplifiés pour avoir à la fin un signal mesurable. Maintenant, je vais passer à notre chaîne de détection. Alors, le dispositif qu'on aura, nous avons une source radioactive qu'on va la mettre face à un détecteur. C'est notre détecteur NAI qu'on va utiliser. Et par la suite, on a dit que lors du passage du photon dans la matière, il va céder la totalité ou une partie de son énergie, les atomes seront excités et puis désexcités. Donc, ils vont émettre des X dans le domaine UV. Ces X-là, certains d'eux, arrivent à ce qu'on appelle une plaque photocathodique, la photocathode. Le rôle de la photocathode est convertir ces X en électrons. Alors le X, quand il arrive sur la plaque photocathodique, il va arracher un électron ou des électrons à la plaque et ces électrons par la suite seront multipliés et amplifiés pour avoir un signal. Alors le rôle de cette plaque, j'ai dit, c'est la conversion de lumière X vers des électrons qu'on appelle des photoélectrons. Alors, et puis, on a un focaliseur ici, une plaque qui va focaliser ces électrons-là
vers des dinodes. Et on a des dinodes là. Des dinodes. Alors, quel est le rôle de ces dinodes-là? J'ai dit ces photoélectrons, ils seront focalisés vers la première dynode. Alors, le rôle de dynode, c'est la multiplication des électrons. Alors, l'électron, quand il frappe une dynode, il sera multiplié, d'accord, en électrons. Et par la suite, ces électrons seront multipliés, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'anode. Et bien sûr, à la sortie, on aura un signal. Alors, tout ce dispositif-là, il s'appelle un photomultiplicateur. Le photomultiplicateur. Alors, son rôle est la conversion de la lumière X en électrons et la multiplication des électrons pour avoir à la fin une quantité d'électrons qui peut être amplifiée et bien sûr qui peut être mesurable et vue par exemple sur des appareils électroniques tels que l'oscilloscope. Alors, à la fin, on aura un signal. Alors, pour visualiser ce signal, alors c'est un signal faible, même s'il est multiplié par le PM. Donc, nos appareils ne sont pas sensibles à ce signal. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par la suite un préamplificateur et un amplificateur. Préampli plus un amplificateur qui ont pour rôle de amplifier le signal de façon à pouvoir le mesurer et le voir sur l'oscilloscope. Alors ça c'est notre chaîne de mesure. Je répète, bon, lors du passage, bon ça c'est une source radioactive qui émet des gammas, c'est une source isotrope donc il va émettre des gammas dans toutes les directions. Et certains de ces gammas-là arrivent sur la fenêtre de détecteur. Bien sûr, celui-là, il dépend de la distance entre la source et le détecteur, ce que vous allez appeler par la suite dans le cours de détection l'efficacité géométrique. Il dépend de la distance source-détecteur et il dépend bien sûr de l'ouverture de notre détecteur. Alors, une partie de ces photons arrivent sur le détecteur, ils vont interagir avec la matière. Par quel processus ils vont interagir? Puisque c'est des photons, c'est des ondes électromagnétiques, bon, ils vont interagir selon 3 processus. Premièrement, le premier effet, l'effet photoélectrique. Là, nous avons un transfert total d'énergie. L'effet Compton. Un transfert partiel. Et troisièmement, la matérialisation quand c'est possible, bien sûr, quand l'énergie est supérieure, quand l'énergie du gamma incident est supérieure à 2 fois la masse de repos de l'électron, 2 fois m0c², c'est-à-dire 1,02 MeV. Donc, le photon, il traverse le scintillateur, il va interagir selon les processus suivants, avec des sections efficaces bien déterminées, et puis il va céder son énergie ou une partie de son énergie selon l'effet d'interaction aux électrons qui vont exciter les atomes et par la suite on aura une désexcitation, on aura émission des X. Ces X, quand il arrive sur la plaque, bien sûr la photocathode seront convertis en électrons et ces électrons quand ils arrivent sur les dinodes, sur chaque dynode ils sont multipliés. Chaque dynode il a un coefficient de multiplication qu'on va noter delta. Et donc, si delta, par exemple, est égal à 3, alors cet électron va nous créer 3 électrons. Et ces 3 électrons, quand ils arrivent, vont créer 3 autres électrons, c'est-à-dire 9 électrons, et ainsi de suite. Donc, le coefficient de multiplication du PM, c'est delta à la puissance n. D'accord? Avec n, c'est le nombre de dinodes. D'accord? Et là, c'est l'anode, là où il y aura la collecte des électrons, et par la suite, on aura un signal qu'on va préamplifier, amplifier de façon à avoir un signal qui est visualisable et qu'on peut voir sur l'oscilloscope. Maintenant, ça c'est la chaîne de mesure. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on obtient comme signal? Comment on va
on va regarder notre signal. Eh bien, on va voir ça sur notre chaîne et puis on va revenir sur le tableau pour expliquer qu'est-ce que ça signifie le signal. Alors, je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser, notre chaîne de mesure. Donc, il est constitué par notre détecteur, notre NAI. Donc, c'est celui-là. C'est notre matière scintillante. Il est connecté au photomultiplicateur qui contient la photocathode, qui contient les dinodes, qui sert à la multiplication. Alors, deux sorties du PM. Alors, une sortie qui va vers l'amplificateur pour amplifier le signal et une autre sortie, bien sûr, pour alimenter le photomultiplicateur qui opère avec une différence de potentiel, bien une tension, une haute tension. Dans notre cas, c'est entre 800 et 1000 volts. Le photomultiplicateur dispose d'une carte aussi qui joue le rôle d'un diviseur de tension qui va délivrer la tension à chaque dynode pour, bien sûr, pouvoir multiplier les électrons. Donc, on a deux connecteurs ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le signal à la sortie du PM, il est amplifié, donc on va passer le signal vers un amplificateur. Et par la suite de cet amplificateur, on peut lui passer directement à l'oscilloscope pour voir le signal. Et pour faire des mesures, je vais revenir plus tard sur ce qu'on appelle le sélecteur monocanal et le compteur qui va nous servir à faire des mesures. Alors maintenant, je me focalise sur le signal. On n'a aucune source, d'accord? Donc on ne voit rien. Je vais mettre une source radioactive face à mon détecteur. On va voir qu'est-ce qu'on peut observer. Voilà la source face à mon détecteur. Comme vous pouvez le constater, nous avons un signal, d'accord? C'est un signal semi-gaussien, un signal électronique. Et si vous voyez bien, donc nous avons un ensemble de signaux qui sont localisés en haut, au maximum d'amplitude, et puis des signaux qui sont répartis sur le reste. D'accord? Donc je répète, nous avons un ensemble de signaux qui sont focalisés, qui sont concentrés sur le maximum d'amplitude et une répartition de signaux. D'accord? Voilà le signal qu'on obtient. D'accord? Et puis on va passer au tableau pour expliquer qu'est-ce que ça signifie ce signal et ça sert à quoi et comment lire ce signal. Alors là, je vais vous montrer le signal qu'on a trouvé. En fait, c'est un signal qui ressemble à ça. Ce qu'on a vu, c'est un ensemble de signaux qui sont localisés dans le maximum d'amplitude et puis des signaux qui sont répartis selon différentes amplitudes. D'accord? Donc là, c'est le temps et là, c'est l'amplitude de signal. D'accord? Alors, pourquoi nous avons... On va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi nous avons une concentration de signaux, d'accord, ici, dans le maximum d'amplitude, et puis une répartition. Eh bien, ceci est dû aux interactions. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que quand les gammas interagissent dans la matière, dans le NAI, il va interagir selon les trois processus. Bien sûr, la matérialisation, quand c'est possible, quand l'énergie du photon incident il est supérieure à 2m0c². Donc, on va se contenter à étudier l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Là, on a un transfert total d'énergie pour le cas de l'effet photoélectrique et un transfert partiel d'énergie dans le cas de l'effet Compton. Alors, quand il va interagir par effet photoélectrique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un transfert total d'énergie. Quand le photon va interagir avec l'effet Compton, il va y avoir un transfert partiel d'énergie. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il va y avoir? On a dit qu'il y a une perte d'énergie, le photon il va perdre son énergie, bien une partie de son énergie selon le processus d'interaction. Et puis, cette énergie, elle est convertie en photons X, qui sont proportionnels à l'énergie déposée dans le détecteur. Le nombre de X produit ici, le nombre de X, il est proportionnel à l'énergie du gamma déposé dans le détecteur. Ça peut être E gamma, dans le cas de l'effet photoélectrique, et ça peut être une énergie inférieure à l'énergie du gamma incident dans le cas de l'effet Compton. Donc, la conclusion qu'on peut avoir, c'est que le nombre des X produits est proportionnel à l'énergie déposée dans le détecteur. Alors, ces X-là, quand ils arrivent, bien sûr, en tenant en considération les efficacités des détecteurs, chose que vous allez voir en cours, donc quand ils arrivent, certains d'entre eux ils vont arriver à la photocathode, ces X seront convertis en électrons. D'accord? La photocathode, il a une efficacité quantique. Donc, ce nombre-là, il est proportionnel
Ce nombre-là, il est proportionnel à quoi? Il est proportionnel, bien sûr, à l'énergie déposée et par la suite au nombre de x. D'accord? Donc je vais faire le chemin inverse. Nous avons une énergie déposée. Cette énergie, il va nous produire un nombre d'électrons, un x. Et par la suite, si x vont nous produire des photoélectrons, alors ce nombre de photoélectrons par rapport au nombre de x est proportionnel. Bon, je vais les appeler PHE. Et puis, ces électrons, ils seront multipliés. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que chaque dynode, il va multiplier les électrons selon un coefficient de multiplication. Et le coefficient de multiplication de tout le PM, c'est delta à la puissance n. Donc, ces photoélectrons qui vont accéder à la première dynode, à la sortie, seront multipliés pour devenir delta n électrons. Donc, ils sont proportionnels. Donc, le nombre de charges, ou bien le nombre d'électrons qu'on va collecter sur l'anode est proportionnel au nombre de photoélectrons. D'accord? Là, on va dire la charge de cours collectée à l'anode ou bien le nombre d'électrons à l'anode. D'accord? Bon, en fait, c'est une proportionnalité. Et bien, ce qui donne la caractéristique de cette chaîne de mesure est que la charge collectée est proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Et par la suite, ce signal, il est amplifié. Alors, l'amplificateur ou le préamplificateur, ils ont un gain. Donc, le signal d'entrée, il sera multiplié pour donner un signal de sortie. Le rapport de l'amplitude signal de sortie sur le signal d'entrée, ça nous donne le gain. Et donc, ça reste toujours une proportionnalité avec quoi? Avec l'amplitude de signal qu'on observe dans l'oscilloscope. D'accord? Donc, on arrive à la conclusion suivante, c'est que le signal qu'on obtient sur l'oscilloscope, son amplitude, donc l'amplitude de signal, de chaque signal, l'amplitude de ce signal-là est proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Et c'est la raison pour laquelle on voit ce type de signaux, parce que la première des choses, on a dit que le photon quand il entre dans le détecteur, il va interagir soit par effet photoélectrique, et dans ce cas-là, il y a un transfert total d'énergie. Alors cette énergie égale à quoi? Cette énergie, il est égal à l'énergie de gamma incident. D'accord? Dans le cas de l'effet photoélectrique, le E qu'on a ici égale à l'énergie de gamma incident. Pourquoi? Parce qu'on a un transfert total d'énergie. Le photon qui va interagir par effet photoélectrique, il va déposer la totalité de son énergie dans le détecteur. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'amplitude du signal de sortie après l'amplificateur est proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Et donc, l'énergie de gamma incident est proportionnelle à l'amplitude du signal de sortie. D'accord? Donc on suppose pourquoi on voit un ensemble de signaux qui ont différentes amplitudes. Alors ceci est dû aux interactions, comme je dis tout à l'heure. Alors dans le cas d'une interaction par effet photoélectrique, on a un transfert total d'énergie. Dans le cas d'une interaction par effet Compton, on a un transfert partiel d'énergie. Les photons, ils sont diffusés selon un angle θ qui diffère d'une interaction à une autre. Si je prends par exemple, c'est juste à titre d'exemple, si je prends par exemple un flux de 100 photons qui ont arrivé à notre détecteur NAI, alors ces 100 photons, selon la section efficace, mais à titre d'exemple, on va dire que 30 de ces photons-là vont interagir par effet photoélectrique et 70 photons vont interagir par effet Compton. Et on va voir la réponse du détecteur vis-à-vis ces 30 photons qui ont interagi par effet photoélectrique et les 70 qui ont interagi par effet Compton. Alors, les 30 qui ont interagi par effet photoélectrique, ils vont produire le même signal avec une même amplitude. Pourquoi? Parce que l'amplitude du signal de sortie est proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Et puisque le gamma, il a déposé la totalité de son énergie, et puisque les 30 photons qui ont interagi par effet photoélectrique ont déposé la même quantité d'énergie, et donc ils vont produire les mêmes signaux. Ils vont produire des signaux qui ont la même amplitude. Et c'est la raison pour laquelle on voit une concentration de signaux
au maximum d'amplitude. Et par la suite, les 70 qui ont interagi par effet Compton, 2 ils vont être diffusés selon un angle θ, 5 ils vont, par exemple, c'est à titre d'exemple, 5 vont se diffuser vers θ1, d'autres vers θ3, et ainsi de suite. Donc c'est un dépôt partiel d'énergie et chaque ensemble de photons ou chaque photon vont déposer une énergie différente dans le détecteur, une énergie différente des autres. Et donc, chaque ensemble de photons vont donner un signal et donc, bien sûr, on va voir différents signaux. Et ces signaux, ils correspondent à différentes pertes d'énergie qui correspondent, dans notre cas, à l'effet Compton, qui correspond au dépôt d'énergie par effet Compton. Alors, c'est la raison pour laquelle on voit ce type de signaux. Donc, je répète, l'ensemble de signaux qu'on voit ici, c'est les signaux, c'est la réponse du détecteur vis-à-vis les photons qui ont interagi par effet photoélectrique. Et le reste des signaux, c'est la réponse du détecteur vis-à-vis les photons qui ont interagi par effet Compton. Alors, ça c'est juste une explication sur notre chaîne de mesure. Maintenant, on va passer à faire la mesure. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer la chose suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre signal, dans notre écran, on va créer une fenêtre, d'accord? Une fenêtre d'amplitude, delta V. Bon, par exemple, 2 volts, ce que vous voulez. Bon, ça dépend de votre manipulation, de votre gain, etc. Donc, on va choisir une fenêtre, par exemple, de 2 volts, 3 volts, 1 volt, ce que vous voulez. Et on va compter le nombre de signaux. On va déplacer. Bon, on va commencer par cette fenêtre-là, et puis on va déplacer la fenêtre par 2 volts, d'accord? Par 2 volts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre de signaux dans chaque fenêtre, d'accord? On va compter le nombre de signaux dans chaque fenêtre. Par exemple, là, si j'ai 2 signaux, il va me dire 2. Et là, par exemple, dans cette fenêtre-là, il n'y a aucun signal, ça fait 0, ça fait 2, ça fait 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au maximum, d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive au maximum. Juste une remarque à propos ce signal-là. Pourquoi le signal qui correspond à l'effet photoélectrique et à le maximum d'amplitude, c'est là, bien sûr, c'est en liaison avec le dépôt d'énergie. Parce qu'on a un dépôt total d'énergie et le dépôt, il est proportionnel à l'amplitude du signal. C'est la raison pour laquelle on trouve la réponse des photons qui ont interagi par effet photoélectrique sous forme d'un maximum d'amplitude. D'accord? Donc, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'on va tracer? On va tracer une courbe. Alors, dans cette courbe, on va mettre l'amplitude des signaux ici. On va commencer par 0, par exemple, et un pas de 2. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à une valeur donnée, donc en volts. Et puis là, un comptage. Alors, ce N-là, c'est tout simplement le nombre de signaux qu'on trouve dans la fenêtre, d'accord? Donc on va déplacer la fenêtre, on va trouver, bon, si on trace ça, on va trouver par exemple 2, 1, 0, 3 et ainsi de suite, on va trouver quelque chose comme ça, d'accord? Et puis quand on arrive à la fenêtre qui contient le maximum de signaux, ben, le nombre va augmenter, d'accord? On va trouver un nombre comme ça. Donc on va lier notre courbe, et puis 0. Après, il n'y a rien, d'accord? Et donc on obtient ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un spectre, d'accord? Ça, c'est le spectre d'émission. C'est ce qu'on appelle le spectre. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit sur le titre? Dans le titre, on a dit la mesure d'un spectre. Donc voilà le spectre qu'on mesure, en fait, et voilà comment l'obtenir. C'est à partir du signal qu'on voit sur l'oscilloscope. Bien sûr, on ne va pas le faire sur l'oscilloscope, on va utiliser ce qu'on appelle une carte monocanal, un sélecteur monocanal et un compteur qui va nous faciliter la tâche. Alors, si on regarde ce signal, alors j'ai dit tout à l'heure que ces signaux-là, ils correspondent à quoi? Qui sont concentrés ici? Ils correspondent à la réponse du détecteur vis-à-vis les photons qui ont interagi par effet photoélectrique. Donc, comment on l'applique? On appelle ce pic-là le pic d'absorption totale. D'accord? On appelle ce pic le pic d'absorption totale. D'accord? Et qu'est-ce qui caractérise ce pic-là? Il caractérise la réponse du détecteur vis-à-vis les photons qui ont interagi
par effet photoélectrique, c'est-à-dire qui ont déposé la totalité de leur énergie dans le détecteur. D'accord? Et le reste, ce qu'on appelle le front comptant, celui-là on l'appelle front comptant, ben, il correspond à la réponse vis-à-vis les photons qui ont interagi par effet comptant. Pourquoi? Parce qu'on a un dépôt partiel d'énergie et donc différentes amplitudes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va déterminer notre spectre. On va exploiter la proportionnalité qui est une caractéristique de notre chaîne, la proportionnalité entre l'énergie déposée et l'amplitude de signal. Donc on va écrire ça. A fois V plus B, avec E, c'est l'énergie déposée dans le détecteur. Et V, c'est l'amplitude du signal de sortie. Voilà. Et donc, on a dit que l'objectif de la manipulation est la détermination de l'énergie de gamma ici d'une source inconnue. D'accord? Alors, si on met une source qu'on ne connaît pas, on fait notre mesure. À l'aide de notre chaîne, on va faire notre mesure. On va déterminer notre spectre. Et à partir du spectre, on va déterminer l'énergie. Comment? Bien sûr, cette proportionnalité, il est partout. D'accord? Donc, on arrive à notre pic d'absorption totale. Ça correspond à un V donné. D'accord? On va déterminer l'amplitude qui correspond, ou bien la fenêtre d'amplitude qui correspond au pic d'absorption totale. Et si on connaît le A et le B, on peut calculer le E. D'accord? Si on connaît le A et le B, on peut calculer le E. Alors, si on connaît le A et le B. Alors, si on connaît le A et le B, nous ferait rediriger vers ce qu'on appelle la calibration de la chaîne. Alors, la calibration de la chaîne, c'est exactement ce que la détermination des coefficients A et B, les coefficients de proportionnalité. D'accord? Donc, la calibration revient à déterminer A et B. Donc, si je trace E en fonction de V, c'est une droite, et à partir de cette droite, je vais déterminer les valeurs de A et B. Alors, j'aurai besoin de quoi pour faire cette calibration? Bien sûr, j'aurai besoin des sources connues, des sources dont je connais l'énergie de l'émission de leur gamma. Et donc, j'ai besoin d'au moins, puisque c'est une droite, j'ai besoin d'au moins deux sources. Alors, dans notre cas, on va utiliser deux sources qui émettent 2 gamma chacune. Donc, on aura 4 points et on va tracer notre droite de calibration. C'est-à-dire, on va déterminer le A et le B. Donc là, on a calibré notre machine, notre chaîne de détection. Et par la suite, on connaît le A et la B. Et le B, par la suite, on met n'importe quelle source. On détermine notre spectre, on détermine l'amplitude qui correspond au pic d'absorption totale, on l'injecte dans l'équation de calibration et on peut déterminer l'énergie de notre source radioactive. D'accord? Alors, pour faire ceci, donc on a besoin d'au moins 2 sources, ou bien d'au moins 2 gamma d'énergie différentes. Nous, on va utiliser 2 sources. On va utiliser la source du cobalt, qui a 2 gamma, un qui émet dans le 1173 keV et l'autre qui émet dans le 1332. Et on va utiliser une source de sodium qui a 2 gamma aussi, une à 511 keV et l'autre à 1274,5 keV. Donc on revient sur la manipulation et voir comment on va faire. Alors dans la chaîne des mesures, comme on a dit tout à l'heure, nous avons le détecteur. Le détecteur il est lié au PM, photomultiplicateur, qui à son tour est lié à l'amplificateur. Alors de l'amplificateur, on peut visualiser le signal. Mais sinon, si on veut faire des comptages, on veut faire des mesures, donc on va prendre un câble de l'amplificateur et mettre le signal vers ce qu'on appelle le sélecteur monocanal. En fait, le sélecteur monocanal va nous permettre de créer ces fenêtres-là. Et à chaque fois, on va modifier, on va déterminer le delta V. Et par la suite, on va modifier le delta V. Et on va passer par un compteur qui va permettre de compter le nombre de signaux de chaque fenêtre. D'accord? Donc je répète, le sélecteur monocanal, son rôle est de déterminer une fenêtre d'amplitude. Et par la suite, le compteur, il joue le rôle d'un comptage, il joue le rôle du comptage, donc il va nous compter le nombre de signaux que contient chaque amplitude, chaque delta V. D'accord? Donc on va commencer nos mesures. Donc nous avons la source radioactive qui est face au détecteur.
Alors, comme j'ai dit, donc, nous avons le sélecteur monocanal. On va fixer un delta E égal à 2 volts, par exemple, et puis on va commencer de 0, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 0,2 volts. On va faire nos mesures, d'accord? Ça, c'est le compteur. J'ai fixé le temps en 10 secondes, d'accord? Là, c'est n fois 10 à la puissance m, donc c'est 1 fois 10 à la puissance 1, c'est 10 secondes. Donc, on a trouvé 100. Je vais augmenter l'amplitude. Vous voyez, ça remonte. J'augmente. Chaque fois, je refais la mesure. 845. Ça descend. Donc, ça augmente, ça redescend. On peut dire que ça continue à descendre. Donc, il a augmenté, et puis il descend, il continue à descendre. Ça fluctue. Ça fluctue toujours, donc je vais aller plus vite. Voilà, donc je vais un peu plus vite pour tomber dans le pic d'absorption totale. Voilà. Bon, je vais le chercher un peu plus rapidement. Voilà, donc je vais refaire la mesure. Là, c'est juste pour gagner du temps, je vais le faire. Alors, c'était aux alentours de 300-400. Là, c'est à 800, ben, j'augmente petit à petit. Ça redescend. Ça redescend, ben, je fais un peu plus loin. On descend. Voilà, donc je vais aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, comme vous pouvez le constater, alors nous avons une variation, ça remonte, le premier pic, et puis des fluctuations. Le premier pic, c'est le pic caractéristique du plomb, l'émission du plomb. Il y a des photons qui échappent au détecteur, ils arrivent à la couche protectrice, ils vont déposer leur énergie dans cette couche-là, et donc la désexcitation de ces atomes vont donner, bien sûr, un signal qui correspond à ce signal-là, ce pic d'absorption totale des X, et puis par la suite, ça continue à fluctuer, et puis ça monte et ça redescend. Alors, on obtient notre spectre. Alors, dans notre spectre, on a le pic, on détermine le pic d'absorption totale. Donc, on va utiliser cette première source, et puis par la suite, on va utiliser deux autres sources. On va utiliser une source de césium, plutôt de sodium, et une source de cobalt. Chacune, il a 2 gamma. Et donc, pour chaque source, on va déterminer le spectre. Dans le spectre du sodium et du césium, on va trouver 2 pics. D'accord, du sodium et du cobalt plutôt, on va trouver 2 pics chacune. Et donc, on aura 2 valeurs d'amplitude qui correspondent à 2 énergies qu'on connaît. D'accord, on connaît les énergies d'émission du sodium, on connaît les énergies d'émission du cobalt. Et par la suite, on peut déterminer notre courbe, notre droite de calibration, et par la suite déterminer A et P. Maintenant, on va passer au tableau pour expliquer la deuxième partie. D'accord, donc notre équation de calibration, maintenant on peut la déterminer. Nous aurons la source du cédium. Il va nous délivrer 2 amplitudes. La source du cobalt, il va nous délivrer 2 autres amplitudes.
Chaque amplitude correspond au pic d'absorption totale, d'accord? Donc V1 et V2. Alors pour le spectre du cobalt ou bien du sodium, il est de la forme suivante. Donc vous trouverez quelque chose comme ça, un premier pic et puis un deuxième pic, d'accord? De même pour le sodium, ça c'est le cobalt ou bien le sodium, d'accord? Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que vous avez deux gammas qui sont issus du cobalt et donc deux énergies différentes. Alors ça correspond, ce pic-là, ça correspond aux photons qui ont interagi par effet photoélectrique avec la première énergie, la plus grande, la plus petite énergie, et là avec la plus grande énergie. Pourquoi? Parce que le A il est positif, E égale à AV plus B, et donc le plus grand dépôt d'énergie, il correspond à la plus grande amplitude. Donc ce deuxième pic qui correspond aux photons qui ont l'énergie la plus grande, et celle-là, bien sûr, les autres photons. D'accord? Donc, on va tracer, on a maintenant 4 points, on a les 4 amplitudes qui correspondent aux 4 énergies, on connaît les énergies du sodium, on connaît l'énergie des gammas du cobalt, et donc, on va tracer E en fonction de B, ça donne une droite, et donc, on va déterminer la pente, et puis la constante B. Une fois A et B est déterminé, on dit que notre détecteur est calibré. Donc, il suffit de faire n'importe quelle mesure, c'est-à-dire déterminer pour une source inconnue. Si on met une source inconnue, on va tracer notre spectre et puis chercher l'amplitude qui correspond au pic d'absorption totale, l'injecter dans notre équation et bien sûr reconnaître l'énergie de la source. Voilà en ce qui concerne cette partie. Maintenant, on va passer au deuxième point, étudier la variation de la résolution en énergie, c'est-à-dire comment la résolution en énergie varie en fonction de l'énergie. Mais tout d'abord, avant de parler de ça, je vais introduire la notion de résolution en énergie. Alors, quand on regarde notre spectre, il a la forme d'une gaussienne, d'accord? Le pic d'absorption totale, il a la forme d'une gaussienne. Je vais le redessiner ici. Bon, vous allez le voir quand vous allez tracer votre spectre, votre propre spectre, en fonction de l'amplitude en volts. Alors, c'est quoi la résolution? En fait, c'est une des caractéristiques importantes d'un détecteur. Eh bien, la résolution, c'est la capacité de séparation, bien le pouvoir de séparation de deux pics qui ont des énergies adjacentes. Par exemple, supposons qu'on a deux gammas qui ont des énergies proches. Alors, dans la réponse de détecteur, on suppose que ces deux gammas auront une réponse avec des amplitudes qui sont voisines, V1 et V2. Alors, est-ce que notre détecteur a la capacité de me donner ici deux pics, un pic qui correspond à la première énergie et un autre pic qui correspond à la deuxième énergie? Est-ce qu'il a cette possibilité? Ou bien, il va mettre tous les deux dans un seul pic. Donc là, c'est la caractéristique qui nous informe sur cette situation, eh bien c'est la résolution en énergie. C'est quoi la résolution? Eh bien c'est la largeur à mi-hauteur, d'accord? La résolution en énergie, c'est delta V sur V, d'accord? Alors c'est delta V sur V, avec delta V, c'est la largeur, à mi-hauteur, divisé par le V, et donc un bon détecteur qui a un bon pouvoir, une bonne résolution d'énergie, un bon pouvoir de séparation entre deux pics proches, est celui qui a une faible résolution, une petite résolution. D'accord? Un bon détecteur, c'est celui qui a une petite résolution. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie? On va étudier, on va tracer la résolution en fonction de l'énergie et voir comment la résolution varie en fonction de l'énergie. Alors, nous avons deux sources qui émettent deux gammas, c'est-à-dire nous avons 4 pics, 2 pics qui correspondent au sodium, 2 pics qui correspondent au cobalt et un pic qui correspond à la source inconnue. Maintenant, il est devenu connu, on a mesuré son énergie. Et donc, on a 4 points et on trace et vous allez voir que la résolution, il varie de cette façon-là. D'accord? Et donc, le bon détecteur, c'est clair que c'est celui qui a une petite résolution.
Maintenant, on va passer à la dernière partie de ce TP qui concerne la mesure du coefficient d'atténuation des matériaux. Dans notre cas, on va utiliser le plomb et l'aluminium. Et bien sûr, c'est la même technique qui est utilisée pour différents matériaux. Alors, comment mesurer le coefficient d'atténuation? Bien sûr, en se basant sur la loi d'atténuation. Donc, comme vous le savez, nous avons n égale à n0 exponentielle moins mu x. D'accord, c'est la loi d'atténuation avec mu et le coefficient d'atténuation. N0, c'est le flux initial en absence d'absorbeur. Donc, je reviens sur notre chaîne de mesure. Donc, nous avons la source, d'accord, et nous avons le détecteur. Alors, en ne faisant rien, aucun absorbeur, on va mesurer le N0, d'accord? Et puis, on va mettre des absorbeurs ou bien des stoppeurs, d'accord? On va mettre 1 cm, par la suite, on va intercaler un deuxième et un troisième et ainsi de suite. Et bien sûr, le flux détecté ou bien le nombre d'impulsions détectées va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr une atténuation dans le matériau. Comment on va déterminer ou bien comment on va mesurer notre coefficient d'atténuation? À partir de cette équation, nous avons log de n égale log de n0 moins x. Et donc, il suffit de déterminer le n pour chaque, ça c'est la variation, ça nous donne la variation de n en fonction de x. Il suffit de déterminer le n pour chaque épaisseur. Et par la suite, ça c'est une droite, log de n en fonction de x, c'est une droite avec une pente négative. Donc la pente c'est moins mu. Et bien de cette façon, on va déterminer le coefficient d'atténuation. Donc on aura ça, on aura l'épaisseur en centimètres. Et puis là, on aura le n, d'accord? À 0 cm, c'est-à-dire on ne met aucun absorbeur. Donc on va trouver une valeur, par exemple 1375, c'est à titre d'exemple. À 1 cm, ça va diminuer. Bon, ça dépend de la matière. Est-ce que c'est du plomb, de l'aluminium? Ça dépend de la densité de charge. Si c'est du plomb, la diminution, vous allez la voir considérable. Donc là, on va dire par exemple 1120 à 2 cm, on va avoir 950 et ainsi de suite. Et à la fin, jusqu'à 10 cm par exemple. Donc c'est une droite, donc on a besoin d'un certain nombre de points pour avoir plus de précision sur le calcul. Et puis, on trace log de n. Bien, si vous voulez développer ça, c'est log de n sur n0 égale à moins mu x. Log de n sur n0 en fonction de x. C'est une droite à pente négative et donc la pente c'est mu. D'accord? Et donc la pente c'est le coefficient d'atténuation. Alors vous allez me dire, c'est quoi le n? Dans notre cas, c'est quoi le n? Eh bien, vous prenez n'importe quelle amplitude dans votre spectre, parce que vous avez un spectre, vous avez des mesures déjà, vous prenez n'importe quelle amplitude dans le spectre, vous notez le nombre d'impulsions, eh bien c'est le n. Et à chaque fois, vous gardez le sélecteur monocanal dans cette fenêtre d'amplitude et vous intercalez à chaque fois refaire la mesure et vous allez voir que ça diminue. Mais si on va sur un point sur le front comptant, donc là le problème c'est que si vous utilisez par exemple le plomb, donc il y a beaucoup d'atténuation dans le plomb, vous allez voir que très rapidement vous allez retomber sur le zéro. D'accord? 2-3 points, vous allez retomber sur le zéro. Alors pour avoir une bonne statistique, il faut aller au pic d'absorption totale. Là où on a le nombre maximal de signaux. Et donc, on va se rediriger vers le pic d'absorption totale. On les a déjà eus. D'accord? On va se rediriger vers la fenêtre du pic d'absorption totale. Et dans ce cas-là, on va noter le N0. On va le noter en absence d'intercalaire. Et puis, par la suite, on va mettre les absorbeurs 1 cm, 2 cm. À chaque fois, on va calculer. Et puis à la fin, on trace notre courbe et on calcule le coefficient d'atténuation. Maintenant, on va aller voir comment on va le faire expérimentalement. Alors là, je reviens à notre chaîne de mesure. Donc nous avons une source radioactive. Alors nous disposons de la matière, des absorbeurs. Nous avons du plomb ou bien de l'aluminium. Bon, c'est la même technique, c'est la même façon. Bon, avant de mettre de la matière, donc tout d'abord je vais chercher le pic d'absorption totale. Je vais chercher sa position, d'accord?
Ben voilà, par exemple, il est là. Je vais remettre 10 secondes. Ben voilà le pic d'absorption totale. Bon, il n'y a rien entre le détecteur et la source. On va faire notre mesure. Ben 497, c'est le N0. Ben de préférence, ben vous avez vu la notion de fluctuation statistique. De préférence, il faut faire au moins 3 ou 4 mesures et prendre la moyenne. Mais normalement, à vrai dire, il faut faire une étude statistique de chaque mesure. Mais c'est pas on ne peut pas le faire dans le cadre du TP. Alors, on va faire 3 ou 4 mesures et par la suite, on va prendre la moyenne. Donc, on va voir l'effet de la fluctuation statistique. Donc, la première mesure était à 497. Maintenant, c'est 485. On va le refaire une autre fois, par exemple. Ben, on a 3 valeurs différentes. On va prendre la moyenne. Donc, là, on est à N0. Maintenant, on va mettre entre le détecteur et la source 1 cm de plomb. On va faire la mesure. Ça correspond à 1 cm. On fait 3 ou 4 fois la mesure. On intercale un autre centimètre de plomb. On refait la mesure. Vous voyez que ça diminue. 154. 3 cm. Ça diminue toujours. Bien sûr, il y a l'effet d'atténuation du fait que le plomb il a une forte densité de charge, donc il y a beaucoup d'interactions et donc beaucoup de perte d'énergie. Vous voyez comment ça varie. 43. Ben là, c'est 5 cm. cm et ainsi de suite jusqu'à, on va voir 5 ou 6, 8 valeurs. Et puis, nous avons le tableau. Là, on a l'épaisseur et puis le nombre d'impulsions. Et on a cette courbe-là qu'on peut tracer pour le plomb. Et on fait pareil pour l'aluminium, donc on fait la même mesure. Et voilà notre séance terminée.